vais vous inviter ce soir à faire une chose très simple. Ceux qui veulent fermer les yeux, vous pouvez fermer les yeux, maintenant. Et simplement pour démarrer cette conférence, j'aimerais que... Tu peux monter le son un petit peu ? J'aimerais que vous essayiez de vous rappeler cette première fois, cette toute première fois, vous avez entendu ce rythme. Essayez de vous rappeler la toute première fois où votre conscience s'est éveillée et que dans le ventre de votre mère, elle a entendu ce rythme. Et essayez de vous rappeler alors ce que vous avez ressenti à cet instant précis. Quelles ont été les sensations particulières? Qu'est-ce que vous avez pu éprouver à cet instant précis, alors qu'il n'y avait encore rien? Ce rythme que vous entendez maintenant et sur lequel vous êtes en train de vous concentrer, il a ensuite marqué tous les autres biorhythmes de votre vie. Votre rythme cérébral, votre rythme respiratoire, et le rythme de vos pensées, même le rythme de vos rêves intra-utérins. Et vous pouvez maintenant revenir avec moi, réouvrir les yeux, et simplement, j'aimerais ce soir qu'ensemble, on comprenne la puissance, les secrets de ce fameux rythme. Vous avez compris que c'était évidemment le cœur. Et puisqu'on est dans une soirée, pour clôturer ce congrès en santé intégrative, on va intégrer une dimension qui me semble essentielle et pour laquelle je vais essayer de me rendre passionnant et pour laquelle, en tout cas, je suis passionné. Et on va parler de ce cœur, on va intégrer ce cœur dans notre dimension personnelle de bien-être, à la fois au niveau préventif et pourquoi pas curatif aussi. On pourra en parler tout à l'heure. En tout cas, l'idée, c'est de comprendre comment ce cœur fonctionne et surtout, qu'est-ce qu'on n'a pas appris de ce cœur. Alors, je suis vraiment et profondément, pour le coup, très heureux d'être là, déjà parce que l'introduction était juste géniale, donc merci pour ça. Parce que j'ai vu des personnes qui ont organisé cet événement, qui étaient elles aussi géniales, elles et ceux, toutes celles et ceux qui ont organisé cet événement et qui l'ont animé, donc merci à tous et à toutes pour ça. Et parce que je clôture, donc et finalement j'ai évidemment pris le temps d'aller vous voir chacun dans vos conférences, telles que j'ai pu, dans vos ateliers, participer, échanger avec vous, pour pouvoir faire aussi des rebonds, parce qu'on avait pu voir dans ces 2 jours, qui ont été vraiment pour moi déjà une expérience géniale. Donc merci aussi à tous les intervenants, les participants, et à tous les animateurs, et à tous ceux qui ont participé aussi à cette réussite. Et donc on va ensemble, avant de me présenter, j'aimerais juste qu'on fasse une petite distinction importante. J'ai mon pote Nicolas qui m'a confié un super outil, donc on va en profiter. Parfait, en plus j'ai le reflet juste en face, tout est nickel. Alors, j'aimerais qu'on fasse une petite distinction parce que ça me semble intéressant. Vous savez que vous êtes des êtres humains et que dans notre condition d'être humain, on a une nécessité d'exister. Exister, c'est quoi? C'est être, existere, c'est être à l'extérieur. Quand on est pleinement à l'extérieur, on a cette sensation d'être pleinement vivant. Parfois, la maladie, les événements, les situations quelconques nous empêchent de pleinement exister. On est d'accord avec ça? Vous êtes d'accord? Bien. On va tellement ensemble exister dans cette conférence qu'on a fermé la porte à clé et vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin. Ok? Bien sûr que si vous avez besoin de sortir, vous sortirez. En tout cas, l'idée, c'est de comprendre qu'on a tous besoin d'exister. Et ce qu'on sait maintenant, et ce que j'ai découvert grâce à toutes les années d'études, de recherches que j'ai pu faire, c'est que ce sentiment, cette impression d'exister, d'être pleinement vivant, n'est possible que si votre cœur exulte. Lorsque votre cœur est dans ce qu'on appelle une exultation, cette sensation profonde, intense, de joie, d'intensité, de connexion avec les autres, même avec l'univers, pourquoi pas? Ça, c'est l'exultation du cœur. Et dans ces moments-là, on a cette sensation d'exister pleinement, et c'est grâce, écoutez bien, à cette sensation que justement, on peut avoir une capacité de s'adapter au quotidien, même quand il est un peu compliqué parfois. Okay. Alors, levez la main qui a déjà eu le cœur qui exulte, juste pour voir. Exactement. Logiquement, chacun et chacune d'entre vous, vous avez eu le cœur qui a exulté à un moment donné dans votre vie. Ça peut être à un moment donné où vous avez dansé. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de danses de compétition et croyez-moi, mon cœur, en dansant, il exulte. Encore plus quand on fait de la danse de couple. Mais certains ont le cœur qui exulte quand ils vont avoir une conversation, quand ils vont, par exemple, je ne sais pas, passer sur scène, quand ils vont faire un atelier sur la respiration, quand ils vont payer leurs impôts. Bref, chacun de nous, on a le cœur qui exulte à un moment donné. Non? Non, ça a pas l'air d'adhérer là, bon. Bref, en tout cas, l'idée, c'est que forcément, ce qu'on recherche, c'est ça. Et mon premier message ce soir, c'est effectivement de se dire que pour être dans l'existence qui est la nôtre, notre pleine existence, au-delà de la pleine conscience, la pleine existence, c'est d'aller chercher ce qui fait exulter le cœur. Parce que c'est la base de tout. Et qu'est-ce que
vous pensez, et c'est un jeu que je fais beaucoup avec mon deuxième fils qui est là et qui est en train de me filmer, parce que mes fils sont venus en technicien ce soir, c'est trop bien. Qu'est-ce qui vous fait exulter? Et plus encore, si je vous dis le mot cœur, quelle est la première chose que vous avez en tête? C'est quoi la première chose que vous pensez quand je vous dis cœur? Amour. Amour. Très bien. Quoi d'autre? Partage. La vie? Le sang. Très bien. Partage. Partage, je prends aussi. Courage. Courage, ça vient du cœur. Ok, courage, effectivement, c'est une très bonne remarque. On a quelque chose qui est l'énergie du cœur. Compassion. Compassion, on va y revenir aussi. Gratitude. On se calme. C'est pas tout toi, Virginie, il y a les autres aussi. La joie, bref, en tout cas, on a tous nos associations au niveau du cœur. Mais ce qu'on a aussi associé, c'est que ce cœur, on nous a appris à l'école que c'était une pompe, effectivement, qui permettait la vie, qui pompait le sang. Ce soir, on va essayer de comprendre un peu plus au-delà de ça. Ce que c'est que ce cœur et comment on peut au quotidien l'utiliser avec, je vais vous le donner, des applications concrètes, scientifiques. Comme tu l'as dit, c'est important pour les pragmatiques d'avoir des applications scientifiques aussi. Comment ça fonctionne. Et on verra les sagesses. On va passer par 2 étapes. Une première étape qui va être la science, ce que j'appelle la science du cœur, les sciences du cœur. Qu'est-ce que la recherche aujourd'hui nous approuve et nous prouve sur le cœur. Et puis les sagesses du cœur. Parce que ce qui est très intéressant aussi à remarquer dans notre fonctionnement par rapport à la vie en général et notre condition d'être humain, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point avant, dans les anciennes civilisations, le cœur était toujours au centre de toute chose. Au centre de la conscience, notamment pour les Égyptiens, dont je vais reparler juste après. Au centre de la guérison, pour les hindous, pour la Chine, pour d'autres pays plus dans l'Extrême-Orient ou autre, on a des traditions comme ça qui nous montrent que le cœur a une fonction vitale pour la guérison, pour la santé, pour le bien-être. Okay. Et donc on prenait ce cœur comme étant un centre vital. Vous prenez le yoga ou toutes les dimensions du prana ou autre, avec les chakras, le cœur a une dimension centrale, dans l'hindouisme notamment. Alors chez les Aztèques, c'est un peu plus moins positif. Les Aztèques, le cœur, c'est un centre de sacrifice. C'est-à-dire qu'eux, quand il y avait des intempéries ou des choses qu'ils voulaient calmer au niveau des dieux, ils offraient le cœur des enfants. Donc c'est un peu moins sympa, mais en tout cas, le cœur était quand même au centre. Donc si vous avez un peu trop de pluie chez vous, vous savez que les Aztèques, si vous avez des enfants, vous pouvez pratiquer des rituels. Ça, je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, je n'ai jamais essayé avec les miens. On verra peut-être. Et tout ça pour vous dire qu'effectivement, les anciennes civilisations nous apprennent aujourd'hui que ce cœur, c'est un centre vital d'énergie, de compassion, de gratitude, de conscience, de connexion et autres. Okay. Et donc ensemble, on va essayer de remettre la place du cœur dans notre fonctionnement, dans notre vie, et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous et de rendre passionnant. Juste pour l'image, sachez que les Égyptiens, au-delà du simple principe de bien-être, pour les Égyptiens, ce qui est très intéressant, c'est que là, je vous montre un extrait du livre des morts de Thoth. Et dans cet extrait du livre des morts, Thoth, l'écrivain, nous explique qu'à votre mort, on prélève votre cœur. Et donc on voit le mort accompagné d'Anubis à votre gauche. On prélève le cœur du défunt et on le met sur la balance. Et en face de cette balance de la vérité, on va y mettre la plume de Maat. Pour les Égyptiens, la plume de Maat, c'est la déesse de la vertu, de la connaissance universelle et de la sagesse universelle. Et si votre cœur est égal ou plus léger que la plume de Maat, alors vous avez droit à la vie éternelle. Pour ceux qui ont le cœur plus lourd, vous n'avez pas le droit à la vie éternelle et vous êtes dévoré par la bête qui est juste là, qui attend juste ça, de dévorer votre cœur. Alors juste levez la main, qui a le cœur plus léger que la plume de Maat ce soir? C'est bien. C'est bien, on est tous un peu mythos dans la vie. Parce que ce que nous apprend l'Égypte, c'est ça, c'est que la vie n'est que le fruit de toutes les vertus que tu vas aller chercher avec ton cœur, notamment la gratitude, la compassion. Tout ce qu'on va apprendre ce soir, ça va être ces vertus qui vont te donner cette légèreté de la plume de Maat, et donc cette fameuse vie éternelle qu'on cherche tous, qu'on aimerait tous, dans l'au-delà ou autrement. Jusque-là, est-ce que ça va pour vous? Bon, très bien. Alors je continue, parce qu'on va rentrer dans les sciences du cœur, et je vais rendre, je vous l'ai dit, ça passionnant. En tout cas, pour ma part, je ne me suis pas encore présenté pour ceux qui ne me connaissent pas, volontairement, parce que pour ma part, donc je m'appelle Alexandre Antonienko, et j'ai évolué dans l'accompagnement humain depuis déjà bien 10 ans, suite, comme toi, mon cher confrère Nicolas, à une espèce de burn-out terrible d'une vie qui ne me correspondait plus, et où tu prends conscience qu'il y a quelque chose à faire de différent. Et donc, grâce à ce burn-out, j'ai compris qu'il y avait des choses à comprendre au niveau des émotions. On a eu un spectacle juste passionnant. J'ai appris que j'étais pas pathamologue, ou je sais plus le mot. Elles sont là, les filles, ou pas, non? Elles sont pas là? Elles sont parties. Que j'étais pas thalassophile, bref. Voilà.
En attendant, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai repris des études, notamment en neurosciences. Je me suis formé sur Paris. Je suis allé chercher les meilleurs chercheurs, les meilleurs laboratoires privés parce que je voulais pas faire de l'académique volontairement. Et puis, quelques années d'accompagnement, d'hypnose, de thérapie, d'entreprise et autres plus tard, j'ai formé mon propre institut, l'Institut Alpha, qui est basé sur Montpellier. Et la volonté de l'Institut, c'est de rapprocher le meilleur de ce qui se fait dans la recherche au niveau comportemental. J'insiste bien, je suis moi vraiment sur l'idée du comportement humain. Et d'aller collecter, d'aller travailler avec des laboratoires et des chercheurs pour générer des apports comme ce soir, des conférences, des ateliers, des formations, tout ça issu de cette recherche un peu holistique, parce que vous avez compris ce soir qu'on va parler au-delà de la science. Et donc, des années durant, je me suis intéressé au cerveau. Neurosciences en Belgique, les comportements liés à tout ce qui était traumatisme, tout ce qui était stress. Après, je suis parti plutôt vers le Canada avec les comportements liés à la cognition, au fonctionnement de la cognition. Bref, j'ai étudié pendant 10 ans le cerveau. Et un jour en conférence, j'ai un des auditeurs qui me dit « Mais pourquoi vous parlez jamais du cœur? Vous êtes tout le temps dans la tête et vous parlez jamais du cœur dans vos conférences. » Bonne remarque. Je suis rentré à la maison et je me suis dit « Tiens, comment ça se passe au niveau du cœur? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut comprendre ?» Et je vous avoue que j'espère vous faire vivre la plus grosse claque que moi j'ai pris quand j'ai commencé à étudier le fonctionnement du cœur. En tout cas, c'est le but de ce soir. Première chose à savoir, c'est qu'au départ, quand vous êtes qu'un embryon et que ce cœur qui a commencé à battre au bout de 3 semaines pour vous, au début, quand vous êtes ce zygote et que ce zygote a commencé à se multiplier par mitose, vous êtes devenu donc un petit embryon de rien du tout. Et au tout début, votre cœur, il est sur la tête et votre cerveau, il est au-dessous. Donc au début de votre existence, le cœur, il est en haut, le cerveau, il est en bas. Et dès l'instant où le cœur se met à battre, au bout de 3 semaines, on ne sait pas comment il démarre. Aujourd'hui, la science n'est pas capable d'expliquer comment le cœur démarre. On sait qu'il reçoit une information, et à partir de cette information, le cœur se met à battre. Première magie. Bon. Et à partir du moment où le cœur se met à battre, il va prendre une place plus centrale. Le cerveau va prendre la place, il va monter, et le cœur va descendre, et donc se retrouver dans cette cage thoracique, et donc pouvoir, de manière très structurelle, fournir le sang à l'organisme et à votre futur développement, et donc par la suite à votre vie. Mais l'analogie et le fait intéressant, c'est que si le cœur est en haut, c'est que peut-être qu'à un moment donné, il faut qu'il capte quelque chose pour démarrer. S'il est en haut, c'est peut-être pas pour rien. Aussi bien qu'après il descende pour le côté structurel de son fonctionnement, aussi bien qu'en haut, et on se dit, mais pourquoi? Et donc la première analogie, c'est ce soir vous dire que peut-être le cœur, il est capable de capter des choses que votre cerveau n'est pas capable de capter. Peut-être que le cœur est capable de réparer des choses que le cerveau n'est pas capable de réparer. Et c'est ce qu'on va partager ensemble. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que c'est plutôt intéressant ou pas? Bon, d'accord. Alors je continue. Rappelez-vous, le cerveau était en bas, le cœur était en haut. Maintenant, ce qu'on sait également, c'est que grâce à toutes les recherches qui sont faites beaucoup au Canada, dans un institut que j'adore qui s'appelle HeartMate Institute, l'Institut des mathématiques du cœur au Canada, qui est le seul au monde pour l'instant à faire autant de recherches sur le cœur et à avoir découvert autant de choses passionnantes, on sait aussi que ce cœur, il possède son propre réseau de neurones. Fait intéressant, on s'est posé la question, mais alors du coup, à quoi ils servent? 40 000 neurones qui tapissent le haut de votre cœur. Okay, 200 millions les intestins, ça vous le savez sans doute. On appelait ça le deuxième cerveau. 86 à 100 milliards dans le cerveau, donc des neurones qui sont assez puissants, on le verra tout à l'heure, mais 40 000 dans le cœur. Et on verra que ces neurones sont encore plus puissants que ceux du cerveau. La première fonction de ces neurones dans le cœur, c'est qu'ils vont surveiller votre flux sanguin. Et donc ils surveillent le flux sanguin, ils vont venir détecter les anomalies potentielles avec les bactéries possibles et autres. Et donc informer le cerveau de certains problèmes et certains mécanismes digestifs ou au niveau de votre alimentation. Donc ça c'est un fait intéressant, c'est que forcément pour un mieux-être, on le sait, ça commence forcément par l'alimentation. D'accord? Parce que forcément votre cœur va aussi réguler votre rythme intérieur en fonction de l'acidité, des microbes et de tous les micro-organismes qui peuvent se trouver dans le sang. C'est pas la fonction la plus passionnante. Moi, ce que j'aime à vous faire comprendre ce soir, c'est que ces neurones du cœur vont connecter pour une raison très particulière. Lorsqu'on va avoir une intention particulière, dont je reviendrai presque à la fin de la conférence. Lorsque, vis-à-vis de vous, je vais émettre une intention consciente très particulière, à ce moment-là, mon cœur va rayonner d'une certaine manière, dont on va parler après, qui s'appelle la résonance. Je vais vous apprendre à créer de la résonance. Cette résonance, elle a des effets qui vont être physiques, intellectuels, chimiques, mais aussi, au-delà de ça, on le verra, presque planétaire, cette intention particulière. Et c'est toutes les études qui sont faites en ce moment.
Donc l'idée ce soir, c'est qu'on va apprendre à générer cette intention, à comprendre que les neurones du cœur, ils sont 100 fois plus puissants en termes de connexion et de magnétisme que les neurones du cerveau. Pas 10, 100 fois plus puissants. Lorsqu'on prend un appareil d'électrocardiogramme, on est capable aujourd'hui dans des instituts de capter l'énergie de votre cœur à plus de 10 mètres, en fonction de votre intention. Et ça sera un peu la conclusion, donc je vous la laisse pour tout à l'heure. Donc le système intracardiaque, découverte pas si tardive que ça, en tout cas elle est assez récente. Quand on dit récente en neurosciences, c'est une vingtaine d'années. Et c'est assez passionnant parce que ça va plus loin que ça. Donc ça c'est le premier point. Maintenant on va rentrer dans la science passionnante. À partir de là, on s'est posé plein de questions et on a fait plein d'études. Et on s'est rendu compte, j'ai participé moi-même à une des études de l'INSERM, que je vous montre ici, c'est qu'en fonction du rythme de votre cœur, vos yeux ne voient pas la même chose. Étude faite à l'INSERM, on demande à des personnes de regarder des images qui vont avoir une espèce de dégradé ou des textes comme on voit parfois chez les opticiens avec un dégradé plus clair, en termes de nuances de couleurs. Pour ceux qui ont eu la chance de faire l'atelier art-thérapie, vous avez peut-être compris que la couleur elle a une incidence particulière et que la façon dont on va nuancer nos couleurs dans la vie et avoir un rapport aux couleurs, c'est évidemment important. En termes de guérison, de santé, de bien-être, ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, on sait qu'en fonction du rythme de ton cœur, tes yeux ne voient pas les mêmes nuances dans le monde. Tu es capable de nuancer le monde différemment, de nuancer les couleurs des autres, du monde, de ta vie, les couleurs de tes événements, différemment en fonction de ton rythme cardiaque. Première étude que je trouve intéressante à vous partager, faite à l'INSERM en France. Je fais une petite parenthèse nécessaire. Tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous partage ce soir, à la fin de la conférence, il y aura un flash code, un QR code, et vous pourrez télécharger tout un compte-rendu de la conférence, avec les liens vers les études, avec tout ça. Okay, donc ce soir, à la fin, si j'oublie, rappelez-moi, mais vous pourrez télécharger le compte-rendu gratuitement de cette conférence, plus un extrait de mon prochain livre, si ça vous intéresse aussi. Je referme la parenthèse. Deuxième étude, celle-ci elle se fait à New York, on se rend compte qu'effectivement, de nouveau, en fonction du rythme de votre cœur, on en reviendra aussi, le rythme est important, en fonction de ce rythme-là, vous n'avez pas la même perception du temps. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, quand vous êtes avec votre nouvel amoureux ou votre nouvelle amoureuse, comment le temps s'accélère? Vous avez remarqué ça ou pas? Parce que du coup, quand tu es avec quelqu'un que tu aimes profondément, tu as l'impression que le temps il va de plus en plus vite. Par contre, il y a des fois, tu es en conférence, pas les gens qui sont présents ici, ceux qui font des autres conférences, tu as l'impression que l'heure, elle a duré 10 ans, tellement c'était chiant, tu vois. Et pourtant, des fois, mon premier mentor m'avait dit, tu sais Alex, même dans un mauvais livre ou dans une mauvaise conférence, va jusqu'au bout parce que peut-être qu'il va y avoir une bonne idée à la fin. Bon. Donc voilà, le message est passé, la prochaine fois, vous allez hésiter à partir, vous allez vous dire, peut-être qu'il y a une bonne idée à la fin. Quoi qu'il en soit, en fonction du rythme de ton cœur, la perception que tu as du temps n'est pas la même. Intéressant aussi de se dire, tiens, la relation au temps. Aujourd'hui, ne mentez pas, qui n'a pas déjà entendu dire, putain, mais c'est un truc de fou comme ça passe vite. Pourquoi on dit ça? Parce que notre vie est freinée, le stress permanent que l'on ressent, les besoins actuels de la société font que notre cœur a un rythme cardiaque qui a augmenté dans le temps. Notre cœur bat plus vite et par conséquent, on n'a pas la même perception du temps, tout s'accélère. Donc, peut-être qu'il va falloir apprendre à ralentir, mais pas la vie, notre fonctionnement à nous. Dans un monde qui est freiné, nous, on n'a pas besoin d'être effrénés. Ensuite, troisième étude, alors il y en a plein, vous les verrez. Ensuite, l'Institut dont je vous parlais tout à l'heure a fait une étude géniale. Ils ont pris des cobayes, ils les ont mis devant un écran géant, enfin un écran classique, assez grand comme ça, et cet écran est associé à une souris. Vous cliquez sur la souris et il y a un algorithme de temps qui va faire apparaître une image. Donc ça peut être 1 seconde, 10 secondes, des fois 1 minute, on ne sait pas. La personne ne sait pas. Elle clique sur la souris et va apparaître une image qui peut être soit extrêmement dégueulasse à regarder, vraiment horrible, un truc que personne n'aimerait regarder, avec des enfants, bref, des trucs dégueulasses, soit une image magnifique. Photo de moi, des trucs comme ça, tu vois. Et donc, pour revenir un peu au sérieux, et donc la personne appuie sur la souris, elle ne sait pas quand l'image va apparaître, mais elle sait qu'elle peut être positive ou négative. En tout cas, le cerveau sait qu'elle peut être positive ou négative, agréable ou désagréable. Et ce que va constater l'Institut avec donc, un électrocardiogramme et un électroencéphalogramme, c'est que le cœur
va, quelques secondes avant que l'image dégueulasse apparaisse, le cœur va accélérer légèrement. Le rythme cardiaque va légèrement accélérer quelques secondes, pas microsecondes, hein, quelques secondes avant. Votre cœur est capable de capter des événements qui vont se produire ou qui peuvent se produire de manière antécédente, si je puis dire, par rapport au cerveau. Ce qui veut dire qu'on s'est posé la question, et moi le premier, je me suis dit, mais alors est-ce que notre cœur est capable de nous donner des informations en lui demandant concrètement? Il y a plein de protocoles aujourd'hui qui existent et que j'apprends à mes thérapeutes, aux coachs que je forme, pour permettre à une personne accompagnée de poser des questions à son cœur, à travers le corps, à travers les choses. Et la première chose que vous pouvez comprendre ce soir, c'est ce qu'on appelle la sensation go, no go. Go, no go. Ça vous est déjà tous arrivé de ressentir une sensation particulière. Ce n'est pas une émotion, j'insiste bien. C'est une sensation particulière. Fermeture, ouverture. Ouverture, go, ça c'est bon. Fermeture, ah, c'est pas bon pour toi. Vous y êtes allé quand même et tu t'es planté. Et moi, ça, je l'ai fait plein de fois. Mon ego me dit, ouais, ça là, ce contrat, ça va être un truc de dingue. Ou quand la personne t'appelle pour te proposer un contrat, tu as l'impression que le truc, il est fermé complètement comme ça. Et tu dis, non, mais ça paraît beau, mais je peux pas y aller. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je n'ai pas écouté cette sensation, à chaque fois je me suis planté et je me suis retrouvé dans des situations très très compliquées à gérer. Donc go no go, c'est quand ton cœur te dit non, c'est pas pour toi. Ou ouais, ça peut être pas mal. Donc la prochaine fois, testez, juste ayez cette conscience de non plus vivre avec cette hauteur-là, mais prendre de la hauteur sur sa vie, c'est prendre de la hauteur avec son cœur et se dire tiens, go ou no go. Si je ferme les yeux 2 secondes, ça vibre comment? C'est quoi la sensation? Il n'y a pas d'émotion à ce moment-là, c'est une décision que vous avez à prendre. Go, no go. Vous retenez ça ou pas? Bien. Parfois, c'est des personnes. Ça m'est arrivé un jour, sorti de conférence, qu'une personne vienne me voir et me dise « Écoutez, M. Antonico, c'était vraiment super ce que vous avez fait, vraiment pour vous. Je pense qu'on a des opportunités de croissance économique faramineuses. » Il me parle, et moi, mon cœur se dit « Oula, ça ne va pas faire. » J'y suis allé quand même. Je me suis retrouvé dans une pièce bizarre, avec un gars qui fouille dans une sacoche, qui m'expliquait à moitié ce qu'il voulait faire. Je pensais qu'il allait sortir un gun ou un couteau, j'en sais rien. Je ne savais pas comment sortir de là. Et mon cœur, il faisait « Démerde-toi ». Et mon ego, il a dit la prochaine fois, je me tairai. Mais en tout cas, je vous apprendrai à la fin de la conférence qu'il y a 2 dimensions en nous. Il y a la dimension de l'ego et la dimension de l'écho. L'ego, c'est ce qui vous paraît être mentalement bien, opportuné ou autre. Et ça, c'est ce qui est la vision extérieure de l'iceberg. Et puis, tu as l'écho de ce qui vibre en toi. Et je vous invite à écouter ce qui vibre en vous à tout moment. Et je sais que ce n'est pas évident dans un monde où on est beaucoup dans le mental, ce mental qui s'accélère de plus en plus. Et vu que ça s'accélère, moi aussi je dois accélérer. Bien, alors juste, dernière chose, j'ai une question à vous poser avant de rentrer dans la partie des enseignements du cœur. Je parlais des neurones tout à l'heure, 40 000 neurones. Ces neurones, évidemment, ils ont une connexion avec le cerveau. À votre avis, si vous deviez donner un pourcentage entre ce qui monte et ce qui descend, vous diriez quoi? Combien de pourcentage d'informations montent et combien descendent, grosso modo? 20-20? 80-20. On est pas mal déjà sur les chiffres. Et donc, ça veut dire que 80 monte, 20 descend, c'est ça? Bien, vous êtes très très bon. Voilà. Donc, cette conférence est terminée. Merci beaucoup, c'était vraiment super. Et j'espère vous retrouver très très bientôt. 80%, écoutez bien, parce que 80% des informations partent du cœur et montent au cerveau, et 20% descendent. Excusez-moi, mais merde, qu'est-ce qui se passe? 80% des informations, elles montent. C'est-à-dire que sans cesse, ton cerveau, il fait qu'exécuter ce que votre cœur dit, en fait. Donc, partie de ça, on se dit, il doit y avoir des enseignements quand même. Partie de ces informations qui montent, est-ce qu'on ne peut pas en tirer quelques enseignements sympas? Premier enseignement sympa, sur ces 80% d'informations qui montent, et c'est la même chose pour l'intestin, hein, 80% des informations de l'intestin montent par le nerf vague jusqu'au cerveau. Bon, notamment pour les neurotransmetteurs, pour tout ce qui est important aussi en termes d'informations. Donc le cerveau, qui était soi-disant le premier cerveau, c'est pas sûr que ce soit le premier, mais en tout cas, il a beaucoup de neurones, mais il reçoit beaucoup d'informations d'en bas. Restons sur le cœur. Il y existe entre votre cœur et votre cerveau 4 grandes voies de communication. Quand tu connais ces 4 voies et que tu connais les applications possibles, il va commencer à se passer des choses intéressantes dans votre vie, à tout niveau. Pour ma part, ça a changé toute la structure de ma vie en termes de comportement, d'attitude, de choix, de façon de penser, de façon d'interagir avec les autres. Parce que alors Alexandre Antonico, son ego, je peux vous garantir qu'il était comme là sur la scène, pareil, tout le temps. Bon, ça va, hein. On a tous le droit à avoir un peu d'auto-amour. Hein.
Bref, 4 voies de communication. La première, c'est la voie énergétique. Logiquement, je vous ai fait un slide. La première, pardon, c'est la voie nerveuse. Excusez-moi, je vous reprends. Première voie de communication entre le cerveau, entre le cœur et le cerveau, la voie nerveuse. Je vais y revenir juste après. Deuxième voie, la voie biophysique. Okay, c'est comme ça que je l'ai mis. Biochimique. C'est pareil, biochimique. Troisième voie, la voie bio. Très bien. Et la quatrième, la voie énergétique. Donc ces 4 voies, elles nous apprennent des choses sur notre mode de fonctionnement. Première chose à savoir, c'est que par rapport aux 3 premières voies, la voie énergétique, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est 100 fois plus puissante. Donc prenez une autoroute classique, à 3 voies, et vous y rajoutez une 4e voie. Mais cette voie-là, elle est 100 fois plus large. Putain, t'as la place de rouler. Mais du coup, ça veut dire quoi en termes d'application concrète dans notre vie? Est-ce qu'on apprend à gérer cette voie énergétique? Jamais. Jamais. Donc ce soir, c'est ce qu'on va faire. Première voie, c'est la voie nerveuse. Et vous aurez tout ça dans le compte-rendu, hein, je vous l'ai dit. Cette voie nerveuse, elle est possible avec ce fameux nerf vague que vous avez peut-être déjà connu ou entendu par rapport à la cohérence cardiaque. Le système homéostasique avec le parasympathique d'un côté et le sympathique de l'autre. On a le frein et l'accélérateur dans notre homéostasie. Et donc, on a ce nerf vague qui fait le lien, hein, nerf vague qui communique avec le cerveau et l'ensemble des organes du corps. Et ce nerf vague, il part du cerveau comme ça, il plonge là le long de la gorge, ici, là, à droite, là, et puis il descend. Et pourquoi on l'appelle le nerf vague? C'est parce qu'il vagabonde dans le corps. Il va passer devant, à partir des bronches, là, il va passer devant le corps. On appelle ça le vagal ventral, pour ceux qui connaissent, et le vagal dorsal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le vagal ventral, puisqu'il va connecter les poumons, le cœur, les intestins, tous les organes. Grâce à ce nerf vague, on a donc une communication possible entre cœur et cerveau. Et donc, ce que cette première voie nous apprend, c'est que quand on est capable de tempérer ce nerf vague, de calmer, d'accéder au parasympathique, avec des pratiques simples, on va calmer le cœur. Je vous parlais tout à l'heure de comment on calme le cœur. Première chose à savoir, c'est qu'on peut calmer ce cœur. On peut calmer ce cœur comment? En créant une première phase qu'on appelle la cohérence. Il y a plusieurs façons pour ça. Première façon de créer de la cohérence, la fameuse cohérence cardiaque. Je respire en ligne, okay, je vais augmenter ma fréquence de variabilité cardiaque et donc je vais créer un rythme cardiaque plus ample et donc je vais calmer, activer le parasympathique et me calmer. Okay. Deuxième façon de faire, vous allez la tester, c'est très simple. On appelle ça la pendiculation. Est-ce que ça vous parle? Certains connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très facile, vous allez voir. Faites comme moi. Vous mettez vos mains comme ça, derrière la tête. Prenez vos mains, vous les mettez bien derrière la tête, vous tirez bien derrière. Vous essayez de vous décaler un peu si vous gênez, voilà. Vous tirez bien derrière et vous levez, avec un peu de fierté, vous levez légèrement la tête comme ça. Et vous allez attendre quelques secondes et il va se passer 2 choses. Soit vous allez avoir envie de bâiller, voilà, c'est fait. Soit de déglutir. Attendez quelques secondes. Voilà, très bien. Très bien. Et comme c'est contagieux, forcément. Donc la pendiculation, c'est comment je vais étirer ma cage thoracique, soit avec de la respiration consciente, et quand une respiration plus, ok, j'ai oublié le terme, voilà, merci, plus basse. Donc je vais étirer cette cage thoracique, soit moi volontairement, je vais faire comme les chats et les chiens quand ils se lèvent, là, ça, je vais pendiculer le plus souvent possible pour ramener cet état d'équilibre naturel. Donc la pendiculation, c'est vraiment d'étirer le nerf vague pour calmer rapidement le cœur. Ça, c'est le premier effet. C'est bon pour vous? La respiration, évidemment, est un autre outil, mais pas que. Pour activer ce nerf vague et donc ce parasympathique, vous avez aussi 1% du nerf vague qui arrive dans l'oreille. Lorsque vous avez tendance à vous masser l'oreille parce que vous êtes un peu stressé, naturellement, vous le faites parce que vous activez le parasympathique par le nerf vague. Donc ça, c'est aussi une façon d'activer un peu ce cœur dans le calme, de vous masser un peu l'oreille au niveau du point d'acupuncture hein, qui est juste à l'intérieur, là, à l'entrée. Mais ma méthode que je préfère, c'est celle que je vais vous apprendre à la fin, qui est la notion de la voix. Je vous l'ai dit, votre nerf vague, il descend ici le long de la gorge, et il est donc très connecté aux cordes vocales. La façon dont vos cordes vocales vont vibrer vont influencer le rythme de votre cœur. Ce qui veut dire que si tu parles comme ça tout le temps et que tu as tendance à accélérer ta voix et que tu parles comme ça parce que du coup tu es en conférence et tu es un peu stressé, forcément ton cœur va accélérer. On est d'accord avec ça? Et puis pour vous, ça va être chiant parce que si je continue à parler comme ça, au bout d'un moment, ça va être chiant. Même pour les sous-titres, à un moment donné, YouTube il va se dire qu'est-ce qui se passe. Par contre, si tu apprends à poser ta voix dans le ventre, comme tu dois le faire en conférence,
quand tu apprends à poser ta voix, la fréquence de tes cordes vocales, et je vous apprendrai un outil qui est génial tout à l'heure, qu'on va partager tous ensemble à la clôture de cette conférence. Puisqu'on est là jusqu'à 21h, ça va, on a le temps, mais... Si tu apprends à poser ta voix avec un ton différent, tu vas activer des fréquences vibratoires et cardiaques aussi différentes. Donc prenez le temps d'observer votre voix, la façon dont vous parlez à quelqu'un, à un proche. Est-ce que tu parles avec le ventre, avec un ton posé, ou est-ce que tu as tendance à parler trop haut, hein, j'ai beaucoup de personnes, je remarque, quand tu es un peu énervé, tu as tendance à parler ici. Et puis du coup, ta voix, elle commence même à changer, tu vois. Parce que franchement, le lave-vaisselle, on en parlait tout à l'heure, c'est plus possible. Évitez ça, ça accélère tout, c'est pas possible. Donc, ok. Ok Enzo, on se calme. Bien. Donc ça c'est pour la voix nerveuse. Je passe pas trop parce qu'on connaît beaucoup tous ces principes de respiration et autres. J'aimerais quand même avancer sur la suite, mais retenez quand même que la pendiculation et la voix, on va y revenir juste après. Vous allez vivre une expérience juste magique. En tout cas, je vais la rendre magique, c'est sûr. Deuxième voie, on a dit c'était la biochimique. Vous connaissez forcément le lien entre le cœur et le cerveau, qui est un lien chimique, qui est dû à une molécule et notamment à une hormone qui est l'ocytocine. Sauf que, on connaît cette hormone. Oui, pour l'accouchement, oui, pour l'allaitement. On sait que c'est une hormone au départ. On pensait qu'elle était exclusivement féminine, alors que pas du tout. Et aujourd'hui, on se rend compte, grâce à certaines études qui, je l'insiste bien, ne sont pas encore testées sur des humains, elles sont testées sur des animaux, mais ça va bientôt arriver. On se rend compte que l'ocytocine, elle a un pouvoir de guérison, notamment sur les os, mais aussi sur le cœur. On est en train de tester ça sur des poissons zèbres qui ont justement, à qui on provoque certains problèmes cardiaques. Et grâce à l'ocytocine, les poissons zèbres aujourd'hui sont capables de régénérer leur cœur. Ça vaut pour les problèmes cardiaques, mais ça vaut aussi pour les traumas. Okay. Donc ce qui veut dire que l'ocytocine, elle a un pouvoir bien plus grand que tout ce qu'on pouvait imaginer. Et ça rend la chose passionnante. Parce que la vraie question, c'est de se dire, ok, l'ocytocine, elle existe. Elle est produite par le cerveau, dans l'hypothalamus, hop, par l'épiphyse, hop, dans le sang. Et elle a la capacité aujourd'hui de guérir. Elle est même porteuse de certains schémas d'antidouleur, un peu comme les endorphines. Et on commence à comprendre un peu le vrai rôle de l'ocytocine, cette fameuse hormone de l'amour. Okay. Quand vous êtes amoureux, vous êtes naturellement des producteurs d'ocytocine. Mais parfois, la vie nous empêche d'être pleinement amoureux parce que des choses qui se passent, ça arrive. Il y a aujourd'hui des moyens d'être ocytocique. Être ocytocique, c'est quoi? C'est d'être des producteurs d'ocytocine, naturellement. Premier moyen, il est très simple. Vous allez vous tourner vers une personne que vous n'aimez pas. Comme ça, elle le saura. Ou vers n'importe quelle autre personne, c'est vous qui choisissez. Vous vous tournez vers elle. Non, ça suffit, vous deux, vous êtes arrêtez. Regardez derrière. Ça va devenir gênant à force. Vous regardez une personne et vous allez lui faire le premier compliment qui vous vient. Allez-y, vous avez 10 secondes. Allez-y, le premier truc qui vous vient, un compliment, n'importe quoi. Tu parais rayonnante, j'aime ta tête, je sais pas. Allez-y, allez-y. Voilà, c'est bon, stop, arrêtez. Arrêtez. Aussi toxique, c'est pas mal ça. Toi, t'as une gueule de toxique. Quoi? Ouais, tu réduis mon ocytocine. Ça va, je peux la garder? À la prochaine conférence, je la sors, Joël. Aussi toxique. T'es aussi toxique que chiant. Alors vraiment, putain, je peux pas quoi. Trop bien. Donc, premier moyen, très simple, compliment. Mais le compliment honnête, pas le truc, ah là, qu'est-ce qui te va bien ce t-shirt? Non, on s'en fout de ça. Tous ces compliments que je retrouve en entreprise, c'est du bullshit. Moi, je vous parle du vrai compliment. Le compliment que tu donnes avec sincérité, authenticité et avec cœur. Et vous savez ce qui se passe? C'est que derrière, il y a une autre notion qui va arriver. Le premier C ce soir, c'est le compliment. Le compliment tout bête. Franchement, t'as raté, on s'en fout. T'as fait de ton mieux, franchement, moi je te félicite. Bravo. T'as eu 4,5 en anglais? T'as fait de ton mieux? Bravo fils, prochaine fois tu feras mieux. Un compliment. Parce que du coup, j'ai toujours cette tendance à me dire, ok, mon cœur, qu'est-ce qu'il peut transmettre? Un, le compliment. Deuxième C, le cadeau. Vous avez déjà tous reçu des cadeaux. La question, c'est quand tu reçois un cadeau ou quand tu offres quelque chose, qui des deux personnes produit le plus d'ocytocine? C'est celui qui donne, pas celui qui reçoit. Donc l'idée, c'est de se dire, moi, dans la vie, quels sont tous les cadeaux que je produis au quotidien? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train de vous guérir. Tu fais un cadeau à quelqu'un, et un cadeau, c'est pas matériel. Hein. Un cadeau, c'est du temps, c'est de l'écoute, c'est n'importe quoi. Quelle que soit la façon dont tu fais un cadeau. Et bien à ce moment-là, tu fais de l'ocytocine, tu deviens ocytocique, et du coup, tu génères chez toi des potentiels de guérison, de bien-être, d'amour, de tout ce que tu veux derrière.
Donc, Nicolas, j'ai pas pu suivre toute sa conférence, mais en tout cas, en termes de biologie, de neurobiologie, on connaît cette valeur-là des neurotransmetteurs, de tout ce qui est cellulaire, de tout ce qui est hormonal. Et c'est des choses qui sont simples à appliquer au quotidien. Et je vous garantis que moi, j'aime bien faire un truc. Quand je vais dans mon café préféré à Montpellier, il y a toujours une personne qui arrive, soit qui cherche sa monnaie, ou qui manque un truc, ou qui sait pas qu'est-ce que... Et en fait, je lui offre un café. La dernière fois que je l'ai fait, c'était avec un ouvrier qui était sur un chantier à côté. Il arrive et il dit « Ah, merde, il me manque un... » Je dis « Bougez pas, je vous l'offre, c'est avec plaisir. » La tête des gens quand tu fais ça. Et le bonheur que tu ressens quand tu fais ça. Ça peut être ça ou ça peut être n'importe quoi. Et je vous invite juste à compliment, cadeau. Le troisième, exactement, le contact, les câlins. C'est un C qui est super important. Et j'aimerais juste préciser une chose en termes d'application. C'est pas que des câlins physiques. Parce que souvent on pense que ouais, moi, il faut que je fasse des câlins physiques pour faire de l'ocytocine. Non. Un animal de compagnie, ça fait de l'ocytocine. Un contact comme le massage ou autre, ça fait de l'ocytocine. Tout ce qui va être contact, même distanciel, un contact comme ce soir, des contacts humains avec un peu d'humour, avec un peu de chaleur humaine, ça fait de l'ocytocine. Simon, alors j'ai plus son prénom en tête, je sais que mais je vous mettrai ça dans le compte-rendu. Il y a une personne aux États-Unis qui a été, il y a quelques années, années 90, qui a été, en tout cas les médecins ont découvert chez lui une maladie très très rare et incurable qui va cristalliser tous les membres. Et tous les diagnostics étaient négatifs. Mais lui, intuitivement, s'est dit, tu sais quoi, je vais pas écouter ça, moi je sors de l'hôpital. Et il est allé se prendre une chambre d'hôtel à côté de l'hôpital, et il a loué tous les grands films comiques qu'il a pu trouver. Et pendant une semaine, il a fait ça. Pendant une semaine, il a regardé tous les films comiques, Charlie Chaplin, ce que vous voulez, et il s'est éclaté de rire pendant une semaine. Et donc ce contact, cette chaleur humaine, ce rire qui produit endorphines et autres, eh bien aujourd'hui, il a écrit un bouquin que je vous mettrai dans le compte-rendu, qui est juste un bouquin génial, Comment j'ai guéri par le rire, où il explique ce lien justement avec le rire et la guérison, avec le bien-être. Et il explique que 10 minutes de rire, c'est 2 heures à ton corps sans douleur. Je répète, 10 minutes de rire et d'ocytocine, c'est 2 heures à ton corps sans douleur. Bon, nous en neurosciences, on a un autre schéma, c'est 2 heures de colère, pardon, 10 minutes de colère, excusez-moi. C'est 2 heures à ton corps avec pratiquement toutes les défenses immunitaires pour dégager ce cortisol que tu as dans le sang. Parce que la colère, en fait, produit du cortisol, le stress produit du cortisol, que tu brûles pas parce que tu n'es pas en train de fuir un grizzly ou un tigre à dents de sabre, donc tu fais du cortisol. Parce que le cortisol, il faut bien en faire quelque chose. Et donc, défense immunitaire amoindrie, et donc, par conséquent, ben, la peur, ça marche de la même manière, et donc tout ce que tu induis chez toi en termes de non-contact, de non-chaleur humaine, t'induit à des conséquences qu'on pourrait appeler négatives. Est-ce que c'est bon pour vous, ça? Il en reste un dernier de ces. On a vu. Les compliments, on a vu. Très bien, on a vu. Voilà, c'est bien. Il en reste un dernier dont tu as parlé, Virginie, qui est la compassion. La compassion, c'est ce qu'on appelle l'hyper-empathie positive. L'hyper-empathie, c'est quand tu sais, vous avez tous déjà pleuré devant un film. Ça vous est tous déjà arrivé. Tu pleures devant Titanic. Bon, ça, c'est l'hyper-empathie un peu dérivée, mais en tout cas, l'hyper-empathie positive, c'est non seulement comprendre les émotions de l'autre, ne pas les vivre à sa place, mais agir en fonction de ça. Ça, c'est la compassion. Qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien? Au lieu de me plaindre de tous les malheurs du monde, moi, ma compassion ce soir, c'est celle-ci. Vous partagez certains messages et certaines applications. C'est ma façon de compatir. En me disant peut-être que vous allez prendre un truc plutôt qu'un autre, et puis autre chose, j'en sais rien. Mais le seul moyen que j'ai aujourd'hui d'agir pour un monde en changement et pour un monde en mieux-être, c'est de passer des messages. Okay, de vous faire rire un petit peu, de vous faire passer une expérience, bref. Donc la compassion, c'est à chacun de nous de trouver un moyen de le faire. Quelle que soit l'action à mener, on est dans ce qu'on a vu tout à l'heure dans les spectacles humoristiques avec les émotions sur l'introspection et puis du coup les actions. Vous retenez les 4C, je vous les ai mis dans le compte-rendu. C'est bon pour vous? Bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce qu'on avance, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ce que vous êtes en train d'observer ici, c'est un IRM fonctionnel où on voit le fonctionnement du cerveau, mais plus encore l'impact de votre biorhythme, du battement de votre cœur sur le cerveau. Alors je vous rappelle évidemment que l'intégratif, l'holistique, prend en compte toutes les dimensions de l'être humain, qu'elles soient émotionnelles, physiques, spirituelles ou autres. Là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre donc du lien entre quelque chose de biophysique et donc l'impact que ça a sur votre façon de penser, d'agir, de vous comporter. Ce biorhythme, c'est un peu comme ça. Je vous montre. Vous allez choisir ce que vous préférez, vous allez me dire.
Première solution. Deuxième solution. Il y en a qui ont déjà fait des rêves parties, je n'imagine même pas le biorhythme du cerveau. Et les conséquences derrière. Bon, no comment, on ne fera pas de débat là-dessus. En attendant, à gauche, il y a ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel classique. À droite, il a été accéléré par ordinateur. Il est amplifié, d'accord, pour vous montrer vraiment l'impact que ça a sur votre cerveau, sur la structure de votre cerveau. Donc par conséquent, quand on prend les informations montantes et descendantes, votre cerveau, il est comme un tambour chamanique informé des battements de votre cœur et de votre biorhythme. Et je vous l'ai dit, l'idée, c'est de calmer ce biorhythme, d'être capable de revenir à quelque chose de plus doux. Alors pour ça, vous allez faire un exercice très simple. Premier exercice pour calmer votre biorhythme, vous prenez votre pouce gauche, qui est la main reliée au cœur, et vous allez l'entourer avec votre main droite, et vous allez serrer à la fois pas trop fort, mais pas trop faible non plus. Vous allez serrer de manière à sentir, au bout de quelques secondes, je vais me taire, vous allez sentir la pulsation de votre cœur, dans votre main. C'est très léger, mais vous devez être capable avec l'entraînement de ressentir cette petite pulsation. S'il y en a qui ne ressentent rien, c'est que peut-être, vous n'avez pas de cœur. Voilà. Est-ce que vous sentez ce petit biorhythme dans votre main? Ok. Le simple fait de prendre votre pouce gauche, de le serrer dans la main droite, ça, c'est ce qu'on appelle un point d'acupression au niveau du cœur, qui va, en quelques secondes, calmer votre cœur. En moment de stress, un moment d'angoisse ou autre, première étape, vous calmez le biorhythme. Pour montrer que tout va bien. Ok. De la même manière qu'il y a des techniques pour les enfants, où vous allez mettre une main sur le préfrontal, une main sur le cortex, ici, derrière, visuel. Ok. De la même manière que pour calmer un enfant qui pleure ou qui a peur ou autre, on va mettre ses deux mains et on va lui parler doucement à l'oreille pour lui dire que tout va bien. On va créer en fait une biocirculation différente dans son cerveau, entre le visuel et le préfrontal, qu'il n'est pas encore connecté en tant qu'enfant. Et on reviendra à ce préfrontal tout à l'heure. Là, je reste sur le biorhythme. En tout cas, ce biorhythme, première étape, vous le calmez comme ceci. Deuxième étape pour calmer votre biorhythme, en tout cas deuxième pratique, je vous invite à faire cette chose le plus souvent possible. Écoutez le cœur de quelqu'un, même votre propre cœur. Il y a deux façons de faire. Soit vous collez la tête sur le torse d'une personne que vous aimez ou d'une autre personne, quelle que soit la personne, même un animal. Cette pratique d'écouter le cœur, elle a des effets juste incroyables. La même chose que je vous ai fait faire tout à l'heure, mais avec un vrai cœur qui bat. Cette pratique que vous faites, elle apaise votre propre cœur. La deuxième façon de faire, c'est ce qu'on appelle la respiration du cœur. Pratique qui n'est pas trop développée encore, et que j'apprends aussi moi, en tout cas mes clients ou mes stagiaires, c'est de nouveau d'aller chercher la pulsation de votre propre cœur, d'écouter votre propre cœur, et de respirer en fonction de lui, et pas pour lui, pour le faire baisser. Non, non. Vous allez prendre 3 pulsations au départ, et vous allez faire 3 pulsations en montant, 3 pulsations en descendant. Et vous allez faire ça 3 fois. Puis 4. 3 fois. Puis 5. Puis 6. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, tout va se calmer, parce que vous respirez en fonction de votre cœur. Donc la respiration du cœur, c'est de prendre votre tempérament cardiaque. Au début, ça va peut-être battre un peu vite, et puis au fur et à mesure, ça va calmer le battement. Et vous arrêtez jusqu'à ce que vous n'arriviez plus. Des fois, ça arrive à 10, parfois, 10 pulsations. Mais c'est une des techniques aussi pour calmer le biorhythme. Et là, vous êtes vraiment centré sur le cœur. Je suis clair ou pas? Bien. Et pour le biorhythme, évidemment, l'espace cocon. Vous devez créer chez vous un espace qui vous appartient. Quand je dis chez vous, c'est pour vous. Vous créez un espace cocon, c'est quoi? C'est un endroit, un lieu, à la maison, en dehors, n'importe où vous pouvez vous retrouver à tout moment seul, je dis bien seul, avec vous-même. J'ai fait dernièrement une retraite en silence qui a été assez éprouvante parce que j'en avais besoin dans une abbaye, une semaine en silence. Et j'ai eu la chance de discuter avec un des pères qui était présent, un des moines qui était le père maître, et qui m'a dit une chose: apprends à te recueillir. Ça va calmer tout ce que tu as besoin de te calmer. Et en fait, ce recueillement, c'est ça le cocon. C'est des moments dans votre vie où vous avez besoin d'un espace où votre cœur va se dire, ok, là, dans cet espace, c'est moi. Ça peut être la mer, la montagne, ce que vous voulez. Ok? Donc choisissez votre moment cocon, votre instant cocon, votre endroit cocon, et plongez-vous dedans. Ça peut être une activité, ce que vous voulez, mais prenez l'instant pour ce cocon. C'est bon pour vous? Et j'avance parce que je vais vous faire vivre un truc génial. Quatrième voie, 100 fois plus puissante que les autres voies. 100 fois plus puissante. Et cette dimension énergétique, elle va nous permettre d'avoir une capacité
de croissance personnelle, de bien-être, de dimension énergétique encore plus forte. Alors au début, c'est pas évident. Parce que votre cerveau, il va bugger. Votre cerveau, il va pas comprendre comment gérer ça en fait. C'est quoi ce qu'il raconte, Alex? Et en grosso modo, pour vous rendre compte, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça va faire, c'est très facile. Votre cerveau, des fois, il va vivre des petites erreurs 404. Il va se dire, mais quoi? Comment ça, l'intention? Comment je fais? Pour vivre une erreur 404, rien de plus facile. Vous allez prendre la main gauche et vous allez faire un pistolet. Faites un pistolet avec votre main gauche et un téléphone avec votre main droite. Okay? Téléphone, c'est le cœur. C'est allô, cerveau, arrête de stop. Okay? Et l'exercice, il est facile. Vous allez voir ce que c'est que l'erreur 404. Vous allez juste faire comme moi. Vous allez inverser les doigts. Bah si. Fais voir, Joël. Ah merde. Ok. Ça, c'est ce qui se passe au début quand on apprend de nouvelles choses. Le cerveau, il se dit, attends, non, je vais rester sur le pistolet. Ok. C'est plus facile. Parce que du coup, c'est une voie qui est puissante, la voie énergétique. Et cette voie énergétique, eh ben, il y a différentes choses à savoir. La première, c'est donc cette fameuse intention dont je vous parlais. Une intention, elle va donc connecter les neurones du cœur qui vont avoir une dimension magnétique, je dis bien magnétique. Hein. Le cerveau, il est électrique, le cœur, il va avoir une dimension magnétique. Le magnétisme, pour ceux qui connaissent, hein, l'énergétique, évidemment, on parle de magnétisme, mais on parle aussi d'aimant, d'attirer les choses. Toutes les études aujourd'hui qui sont faites au Canada, aux États-Unis, moi j'adore, on parlait tout à l'heure de Greg Braden ou de chercheurs comme Joe Dispenza qui parlent de ces dimensions-là, nous parlent de cette dimension énergétique et de ce pouvoir de magnétiser. Et donc forcément de manifester certaines choses. Donc le magnétique et l'énergétique, il va toucher toutes les cellules du corps et même les personnes qui vous entourent. Regardez à quel point une personne dépressive est capable de vous contaminer une salle. Moi, je sais qu'un jour, j'ai fait une formation à l'Institut, il y avait une personne qui est venue se former, qui était dépressive. J'allais la chercher à la gare, parce qu'elle n'avait pas de voiture, donc j'allais la chercher à la gare. De la gare jusqu'à l'Institut, je l'ai amenée pour les formations. J'arrivais, moi déjà, j'étais pas bien. Donc elle avait pleuré tout le long. Donc toi, tu dis, bah attends, écoute, arrête de pleurer, non, on va trouver une solution. Et puis au bout d'un moment, tu sens l'énergie, tu dis, oh putain, c'est chaud. Ça montre bien le pouvoir énergétique. Pour ça, vous avez que deux intentions possibles. Votre cœur ne peut connecter qu'à deux intentions possibles. Soit l'intention d'amour, soit l'intention de peur. Point barre. Il n'y a pas 50 intentions possibles dans le cœur. Ok ? C'est quoi avoir une intention d'amour? C'est pas « Ah, la vie, c'est trop beau. J'ai ouvert mes chakras. Je suis... » Alors attendez, je suis allé voir une chamane. Il faut que je parle de ça rapidement. Oh merde, très vite. Je suis allé voir une chamane, là, il y a une semaine, dans une conférence. C'était juste génial. Elle a commencé en disant « Bon, attendez, je capte que là, on me dit que vous êtes tous des enfants, là. Donc là, il faut que je vous parle de choses, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Donc, je vais vous parler d'autres choses, là, parce que je sens que vous n'êtes pas du tout prêts, là. Vous n'êtes pas prêts. Elle commence comme ça, déjà. Tu vois, tu te dis « Oula... » Et après, elle nous dit « Voilà, parce que là, sur les années à venir, il y en a qui vont mourir. Hein. Donc, je sais pas, peut-être vous, là, je sais pas. Vous, peut-être vous. Donc, préparez-vous, quoi. » Toi, t'es là, tu sais quoi. Et donc, elle nous explique qu'elle a été adombrée. Adombrée, c'est quand un être de lumière vient en toi. Donc, elle a été adombrée. Et j'avoue que là, des fois, je lâche un peu quand même. J'ai eu beaucoup d'ouverture. Là, j'avoue que j'ai un peu lâché. Bref. Tout ça pour vous dire que moi, j'ai pas été adombré, mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai une intention toujours très consciente avec ce que je fais et avec qui je le fais. Avoir une intention consciente, c'est qu'est-ce que je choisis, moi, de vibrer dans ce moment? Qu'est-ce que je choisis d'échanger dans ma vibration avec vous? Évidemment que c'est de l'amour. Si j'étais dans la peur, peut-être que ce ne serait pas du tout le même genre de conférence. Je me dirais, bon, ce que je dis, c'est peut-être pas toujours terrible. En plus, bon, voilà. Et je pourrais avoir une énergie complètement différente. Là, l'idée, c'est d'être dans ce partage. Pour moi, aujourd'hui, l'amour, il est là. Le partage et la rigolade. La détente, l'authenticité. C'est ça mon intention avec vous ce soir. Mais elle peut changer à tout moment. Et donc, l'idée, c'est que quelle que soit l'action que tu mènes, il y a toujours une intention d'abord. Tu veux faire n'importe quoi. Un régime, c'est quoi ton intention? La peur ou l'amour? Parce que si c'est la peur, arrête tout de suite. Parce que ton cœur, lui, il va vibrer ça. Et tout le reste va être écrit par ça. Donc l'intention, c'est quelque chose de très, très simple en soi. Et pour autant, qui va avoir une incidence 100 fois plus puissante. C'est quoi mon intention pour cette année qui vient avec mon couple? C'est quoi mon intention avec mes enfants? C'est quoi mon intention avec moi-même déjà? C'est quoi mon intention? C'est quoi mon souhait en fait? Par amour, par cette fameuse compassion dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est un truc, c'est con, hein, mais quand tu te poses la question de « Ok, c'est quoi mon souhait pour moi cette année ?» Je sais pas. Ouais, j'ai des objectifs, l'Institut, ouais, plein d'objectifs. Non, mais c'est quoi ton souhait? C'est quoi ton intention pour toi?
Déjà, ça change un peu la donne. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que notre monde aujourd'hui, notre société aujourd'hui, les politiques aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils influencent beaucoup? Plus l'autre côté. Et donc, par conséquent, sans rentrer dans ce débat-là, faites attention à toutes les images, toutes les informations, tous les discours, tous les textes, tout ce qui peut toucher et nuire à votre intention. Ça, c'est un point qui est fondamental parce que vous allez forcément vibrer ça. Et si vous vibrez ça, c'est foutu. Et on a vu pendant plein de périodes, on a bombardé des intentions de peur pour que vous preniez des décisions qui n'étaient pas des décisions raisonnées, ni raisonnables. Je referme la parenthèse. Ensuite, dans l'énergétique, il y a une dimension que vous allez vivre donc maintenant dans cette fin de conférence. Je vais vous montrer quelque chose et vous allez essayer de me dire ce que c'est. J'ai perdu mon... Je l'ai là. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que ceci? Alors, c'est de l'eau, mais plus précisément. Alors, il y a les travaux de Masaru Emoto, que vous connaissez, c'est-à-dire l'intention sur l'eau. Donc, je produis une énergie particulière qui va donc informer l'eau de mon énergie. Ça, tout le monde est clair là-dessus. Donc, évidemment que l'eau que je bois, je peux aussi y mettre une intention, en termes de curatif, de guérison, de ce que vous voulez. Il y a plein de choses qui existent, mais en tout cas, l'intention d'amour, évidemment, c'est le top. Là, c'est ce qu'on appelle un cymatics. Un cymatics, c'est une plaque sur laquelle on va mettre certaines fréquences vibratoires, intentionnelles. Et donc, l'eau va vibrer, va créer des formes en fonction de cette vibration. Et tout à l'heure, en termes de discours, je vais vous parler de la voix. La voix, c'est une forme de vibration, une forme d'énergie que l'on transmet. Et cette voix, on peut la moduler avec, derrière, aussi du chant, pourquoi pas. Mais plus précisément, ce que vous êtes en train de voir là, c'est la vibration sur l'eau du Om. Le Om va avoir différentes formes de vibrations qui vont toutes avoir un impact sur votre dimension cellulaire, parce que vos cellules captent l'énergie, la vibration. Donc, les dimensions physiques, la dimension aussi mentale, qui est aussi vibratoire, tout ça, ça va avoir des impacts sur votre façon de penser, votre façon, vous, de vous comporter. Ce qui veut dire que vous connaissez tous le Om. Vous avez tous entendu parler déjà ou vu des choses sur le Om. Nous, on va le décrypter un peu plus. Parce qu'il va se passer plusieurs choses par rapport à ce Om. Première chose à savoir, c'est que le Om, là, que vous êtes en train d'observer, quand on fait un Om de manière normale, telle que je vais vous l'apprendre, il va vibrer à une fréquence d'à peu près 432 Hz, qui est une fréquence plutôt basse, qui va donner... Ok, ça c'est pratiqué dans tous les temples bouddhistes, partout on pratique ce Om. Souvent, on a tendance à mal le pratiquer. Souvent, je le vois dans certains stages, on fait Oh. C'est pas ça le Om. Le Om, c'est trois vibrations importantes que vous pouvez, qui sont les vibrations finalement fondamentales, qu'on appelle les vibrations de l'univers fondamentales. Pourquoi? Parce que c'est les seuls sons que vous pouvez produire sans la langue. Si vous collez la langue au palais, les seuls sons qui peuvent sortir, c'est A, O, et c'est tout. Okay. Parce que si je fais une conférence avec ça, ça va être compliqué. Moi, j'ai un rêve, c'est être conférencier. Ok, voilà. Ça va être chaud. Faut mieux que tu fasses passionnante. En tout cas, ce Om, il va vibrer d'une certaine fréquence, qui est cette fameuse fréquence de la guérison, cette fréquence de 432 Hz. Je fais des recherches là-dessus, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous avez en vous une capacité de générer une vibration énergétique personnelle en fonction de votre façon de omer, on va le dire comme ça. Nous, ce Om, ce soir, on va l'augmenter un peu en vibration, volontairement pour que ce soit plus harmonique. Vous allez faire le test avec moi, mais pour l'instant, j'aimerais revenir sur cette idée. Le Om, vous devez absolument apprendre à juste avoir une relation avec lui de temps en temps. Et ce Om, il se pratique de cette manière. A, O, M. Donc ça donne A, O, M. Il y a une petite différence, vous avez vu ou pas? Il y a une différence en termes de symphonie personnelle. Cette symphonie, il y a plein d'études là-dessus. C'est Jonathan Goldman, pareil, je vous ai mis ça dans le compte-rendu. Jonathan Goldman, c'est le premier à avoir mis en place des pratiques et des protocoles de sonothérapie. Il a fait plein de musiques, je vous en ai partagé aussi dans le compte-rendu, qui sont super sympas à écouter, avec des hommes, avec des bols tibétains, plein de choses. Parce qu'en fait, le son, la vibration, l'énergie, quelle qu'elle soit, a une incidence fondamentale sur vous. Et plus encore, Earthmate Institute
a mis en place tout autour du globe, et je finirai avec ça et on va faire un petit jeu sympa. Tout autour du globe, ils ont mis des récepteurs pour mesurer ce qu'on appelle la fréquence de Schumann. La fréquence de Schumann, c'est quoi? C'est les battements du cœur de la Terre. La Terre est entourée de la ionosphère, et tout au long de sa vie, elle reçoit par les orages électriques, elle reçoit donc une intensité vibratoire. Et donc cette planète qui est la nôtre, elle vibre à une hauteur de 7,83 Hz. Et ce qu'on sait grâce aux études planétaires, c'est que cette fréquence de Schumann, elle influence notre cœur, notre fonctionnement cardiaque. C'est pour ça que sous certaines tempêtes solaires, on a une activité émotionnelle et tout. Tu te réveilles un matin, tu ne sais pas pourquoi ça ne va pas. Tu ne sais pas. Tu t'es réveillé, ça va toi? Non, c'est pas la peine de me poser la question, ça ne va pas. D'accord? Donc tu retournes au lit, moi je vais aller bosser. Je ne sais pas pourquoi. Ben parce que des fois, il se passe des choses qu'on ne peut pas comprendre de manière naturelle, mais juste parce qu'il y a une espèce d'influence beaucoup plus planétaire, voire même interstellaire. Okay? Et d'où les choses qui s'expliquent aussi en ce moment avec une accélération du rythme, avec des choses qui sont naturellement du chaos pour renaître dans un nouvel ordre en fait. Et donc c'est pour ça que on s'est posé cette question de est-ce qu'il y a une incidence vers le bas, mais de manière naturelle, c'est posé la question, mais nous alors, est-ce qu'on peut insidieusement, est-ce qu'on peut avoir une incidence aussi vers le haut, influencer en tout cas la planète et les autres? Ben, la réponse est oui. Parce que EarthMate Institute a donc mis des récepteurs partout, ils ont fait des études. Ils ont pris des groupes de 100 personnes et ils leur ont fait faire ne serait-ce que le home, juste ça. Et dans certaines régions du monde, il y a eu des influences. Il y a eu des changements significatifs, des réductions de certains crimes, de la criminalité, plein de choses qui ont été faites là-dessus. Pareil, je vous mets tous les liens, vous pouvez regarder, vous pouvez même participer au Global Coherence Initiative, le GCI, qui a été une initiative lancée par l'Institut EarthMate, pour apprendre aux gens à influencer positivement le monde. Si vous rencontrez les bouddhistes, ils vous diront, mais nous, ce qu'on fait dans nos temples, c'est ça. C'est qu'on influence le monde de chez nous. Donc l'influence du monde, eh ben, vous en êtes acteur à votre niveau, et ça passe par des choses qui sont vibratoires, intentionnelles d'abord. Quelle est mon intention? Quelle est ma vibration? De quoi je parle? Qu'est-ce que j'échange au quotidien? Donc on va faire une clôture facile, et je répondrai à vos questions après. On va imaginer la salle découpée en 3 parties. Donc les personnes qui sont là, juste là en face de moi, là, vous êtes la partie gauche de la salle. C'est bon pour vous? Donc à partir de Virginie, tac, tac, ça c'est la partie gauche. Jusque-là, forcément vous n'êtes pas ensemble, du coup. Ah ouais. Je vous ai vu vous tenir la main, tout ça là. À partir de vous, là c'est la partie droite. Et après ça c'est le milieu. Ok? Donc même si vous n'êtes pas au clair sur quelle partie, considérez que, voilà, vous tous là, c'est droite, vous tous, c'est gauche. Et vous êtes au centre. Et je vous apprends le dernier protocole, la dernière pratique pour ce soir. Respiration, focalisation, intention, vibration. Je répète, respiration, focalisation, intention, vibration. Ça va donner quoi? Vous allez à chaque fois prendre une grande respiration, parce que la respiration va rééquilibrer le rythme cardiaque. Vous allez focaliser votre intention sur le cœur. La focalisation, c'est le moyen en hypnose le plus simple de faire rentrer quelqu'un dans un état de transe. On va le faire focaliser sur la main, on va le faire focaliser sur un point, qu'importe le moyen que tu vas avoir de focaliser. Quand tu focalises ton attention, tu rentres dans un état d'absorption. Ce que je vous apprends ce soir, c'est de comprendre la distinction entre ce qui est objectif, dehors, ce que mes sens sont capables de toucher, ce que je vois en permanence, les malheurs du monde et autres, et ce qui est subjectif, ce qui est à l'intérieur de moi. La subjectivité, c'est le point le plus crucial à apprendre, c'est revenir à quelque chose de subjectif. Quelle est mon intention? Quelle est ma vibration? Comment j'interagis avec moi-même et avec le monde? Donc 1, je vais respirer. 2, je vais focaliser mon attention sur le cœur. Et je focalise pleinement mon attention, même quitte à poser mes doigts comme je le fais moi ici. Je focalise que là-dessus. 3, on va choisir une intention ce soir. L'intention, ça va être d'imaginer une planète en paix. Et tous les gens... Imaginez comme si vous pouviez voir la planète de loin, les gens en paix, les gens guéris, ce que vous voulez, mais vous prenez cette intention de voilà, ça c'est mon intention ce soir. Et la 3e étape, c'est la vibration. On va créer une vibration commune qui va donc avoir un impact sur vous ce soir, vous allez le voir, et sur le reste. Donc vous allez être les... Ah... Allez-y. Ils sont très très bons. Attention, exactement. Et comme je vous l'ai dit, on va augmenter la fréquence pour vous donner un impact un peu plus fort. Donc ça va faire Ah, et vous au milieu, ça va être Oh.
C'est pas mal. Donc gardez bien. A, O. Et vous? Un peu plus haut, plus dur. C'est bien. On est bon. Donc je le refais une dernière fois, et là, attention. Parce que c'est mon final. Donc comme c'est filmé, et que le monde entier va le voir, tout se joue maintenant. Donc ça va donner, je répète une dernière fois. A. Très bien. O. Ok, et vous allez suivre mes mains quand je vais dire ok, on monte, on descend. Vous allez suivre mes mains, on va le faire en rythme ensemble, et puis à la fin, tous ensemble. Et je veux juste que vous fassiez ça. Vous respirez, vous focalisez là-dessus, et sur ce que vous allez ressentir dans l'instant, votre intention, quelle qu'elle soit, vous choisissez votre intention, ça peut être votre famille, ce que vous voulez, mais vous mettez une, excusez-moi, une putain d'intention. Et la vibration derrière. Allez, on y va, c'est parti. Plus fort au milieu. Attention, on va faire les deux côtés. Parfait, maintenant attention tous ensemble. On reprend son souffle, on le fait une dernière fois. Un peu plus fort à gauche, attention, enfin à droite, on y va, c'est parti. Bravo, vous êtes géniaux. C'est trop beau. Franchement, d'ici, c'est magnifique. C'est des moments qui sont, en tant que conférencier, c'est des moments qui sont super parce qu'en fait, nous, ici, on reçoit toute cette énergie vibratoire. En tout cas, c'est pour ça, d'ailleurs, que tous les grands orateurs de l'époque, quels qu'ils soient, en fait, ils avaient des rituels pour capter l'énergie à fond. Parce que ça nourrit, quoi. Donc, ce que vous faites là, au quotidien, faites-le aussi de manière personnelle. Moi, je sais que j'ai des rituels de hommes qui sont simples, dans la voiture. Tu mets un peu de musique douce et puis tu fais ça en respirant. Je peux vous garantir qu'en 2 minutes, tout ton état interne y change. Faites-le avec des covoites, vous allez voir, c'est super rigolo. Mais par contre, voilà, faites-le avec un rythme qui va être parce que là, vous avez une tonalité qui correspond à ça. Donc, si vous voulez, c'est maintenant, après je réponds à vos questions, si vous voulez télécharger le compte-rendu, c'est là qu'il faut flasher. Et pour ma part, évidemment, je vous remercie pour votre écoute. En attendant, je prendrai du temps pour répondre aux questions. Il va y avoir encore plein de choses sur le cœur parce que je continue aussi les recherches, je continue les collaborations par rapport à ça. Plein d'autres sujets de partage et autres. Et je remercie encore forcément toi, Virginie, pour ta confiance, pour ce que tu as mis en place, et puis vous, pour tout ce que vous allez aussi produire et faire. Ah ben voilà. C'est trop tard. C'est trop tard, la conférence est terminée. Ah oui, en fait, c'est à 18h, c'est fermé. Vas-y, démerde-toi. D'accord, mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça en fait. Je pense que c'est le fil, tu as marché sur le fil. Ah ouais, c'est le fil. Bon alors attendez, vous savez quoi, je vais laisser le PC allumé en attendant, et du coup, vous viendrez sur le PC. Essaye de voir si tu arrives. C'est là. Ah ben ouais, elle se connecte à la Terre, disons. Bouge pas. Bouge pas. Ça a marché, mais... Ouais. Bien, en tout cas, voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on... Merci. Merci beaucoup. Oui. Je vous écoute. Le coup de cœur, vous le positionnez où? Alors, super intéressant. Le coup de cœur, c'est quelque chose qui est de l'ordre de, effectivement, un schéma humain. Oui, parce qu'après, il y a le coup de cœur humain. Humain, alors il est évidemment biochimique d'abord. Alors si on parle science, le coup de cœur est d'abord biochimique. Parce que vous allez avoir un afflux d'ocytocine, un afflux de certaines hormones qui vont te faire vivre un état intérieur particulier. Par contre, ce qu'on sait, c'est que comme je vous l'ai dit, le cœur il a des perceptions fines que n'a pas le cerveau. Et le coup de cœur, c'est un coup de perception. C'est quelque chose qui va te faire dire, cette personne, pour moi, elle est particulière. Ça m'est arrivé avec une stagiaire. Voilà, je me suis interdit d'avoir tout rapport, toute relation avec des stagiaires.
Sauf qu'un jour, coup de cœur. Mais vraiment le truc de « Ah, cette personne, il y a quelque chose de particulier ». Et donc derrière, évidemment, ça a eu des conséquences pour ma vie, mais en tout cas, dans la vertu dont je parlais tout à l'heure. Mais le coup de cœur, il est évidemment biochimique. Et au-delà du coup de cœur, qui est ce fameux choc de « Ah, cette personne est particulière », il y a aussi un phénomène qui est très très important à comprendre, c'est l'épiphanie du cœur. Et celui-là, autant le coup de cœur, il est agréable, autant l'épiphanie du cœur, vous l'avez déjà toutes et peut-être tous vécu, c'est des moments dans la vie où votre cœur va prendre la main sur le reste. Et il va vous dire « Ok mec, ok nana, là maintenant, ça, c'est fini. Cette relation, ce truc, ça, ce boulot, ça, je peux plus, c'est fini. » Et ça va se vivre dans le corps. Ton corps va faire « Et l'épiphanie du cœur, c'est ton cœur qui dit « Bon, tu t'es pas assez écouté, mon coco, ou là, ça suffit. Je prends la main. » Et souvent, ça se passe à 2 grands âges, 33, 32, 42, 45. Ce que remarquent les études, c'est qu'il y a 2 grandes épiphanies où tu vas considérablement changer tout ton mode de fonctionnement. Du jour au lendemain, les gens vont te dire « Mais t'es devenu complètement taré. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. » Et c'est comme quelque chose qui va monter, une espèce d'aspiration à changer ou à devenir différemment. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'épiphanie du cœur. Ça fait peur, ça fait des ravages dans toutes les dimensions de vos relations et autres, parce que tu coupes tout de coup. Mais cette épiphanie t'amène à vivre des choses que tu peux même pas imaginer derrière. Donc ne ratez pas vos épiphanies, même si elles sont douloureuses. Ok? C'est bon pour vous ça? Il y en a qui en ont vécu déjà ou pas? Ok. C'est bon, j'ai répondu ou pas à la question? Donc un coup de cœur, ouais, c'est une perception anticipée de « Ah, il y a un truc. Hein » Autre question? Comment ça? Non, là, c'est pas possible. Vous n'osez pas en fait. Je vous dis, on a jusqu'à 21h. Hein. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, oui. Le coup de cœur par rapport au cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ben le cerveau derrière. Ça fait 80-20 ou ça... Ah, ben non, là, il y a, oui, ben, 80-20, certes, mais en attendant, là, c'est le cœur qui prend la main pour dire, bah, maintenant, vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Oula, qu'est-ce qui se passe? Donc, de toute façon, clairement, effectivement, que ce soit le coup de cœur ou votre cœur à la main. Donc, lisez le compte-rendu, vous avez mon mail si vous avez des questions pour revenir vers moi. Je vous remercie encore, ben, voilà, profondément, du fond du cœur. Ah oui, ben, on n'a pas pu, si? Attendez, bougez pas, on va y arriver. Essayez quelque chose, monsieur. Alors, attendez, on va prendre 2 secondes. Parce que peut-être qu'on n'a pas glissé la fenêtre. Voilà. Et là, il suffit de faire comme ça. Regardez bien, attention. Magique. Et là, regardez, je vais appuyer là, attention. Hop. Attendez, on va refaire la conférence du coup, parce que... Voilà. Merci Virginie. Voilà, ben, si vous n'avez pas de questions, bonne lecture, bon retour. Peut-être à l'année prochaine si le cœur vous en dit. Et arrêtez-moi parce que sinon je vais pas m'arrêter. Merci à vous.